Lundi 31 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes avec FM. Bienvenue dans ce forum qui reçoit M. Teber Expérience. Il est secrétaire général et porte-parole du parti MPL. Bonjour. Le silence depuis un bon moment. Pourquoi? Et oui, le MPL dans un relatif silence depuis la période présidentielle 2021, vous l'avez dit certainement. Oui. Vous savez, lorsque vous criez haut et fort pendant longtemps, vous prévenez de certaines situations, je veux parler au sein de l'opposition, et que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas suivi, et que au finish, les problèmes que vous craignez arrivent, vous êtes obligé de vous calmer et d'observer ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous, ceux qui proposaient des solutions autres que le vôtre, vous vous calmez pour observer, pour voir. C'est ainsi que lorsque nous avons prévenu que si l'opposition ne s'arrange pas en 2020 pour participer au communal, acquérir le parrainage de nous-mêmes par l'acquisition de certaines mairies, il nous sera difficile de participer à la présidentielle de 2021. Nous n'avons pas été suivis au sein de l'opposition, mais nous avons été combattus d'ailleurs par des formations politiques de l'opposition. Au finish, vous avez remarqué, nous qui avons de tous nos voeux et avec notre ardeur, nous nous sommes débattus pour participer à ces communales. Je veux parler des communales de 2020. Nous avons été exclus et finalement le résultat c'est qu'en 2021, on s'est retrouvé en face des présidentielles sans l'opposition réellement et qui n'était plus en mesure de participer parce qu'on n'a pas pu obtenir facilement les parrainages qui étaient détenus par les partis du pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire les partis du pouvoir? On connaît les STB qui sont aux élections. On connaît également cette formation de la Gossa. Il y a eu 3 candidatures. Vous voulez dire que les 3 candidatures sont de la mouvance? Non, c'est des débats aujourd'hui qui relèvent déjà d'un passé, même si c'est un passé récent. Mais il faut avoir l'honnêteté de le redire, même si nous sommes en politique. Nous savons comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Et ceux qui sont allés arborer les couleurs de l'opposition à ces élections, vous savez comment est-ce qu'ils sont perçus au sein de la classe politique dite de l'opposition et même de l'opinion nationale. C'est qu'il n'y a pas eu une grande ouverture permettant à tous ceux qui voulaient participer, tous ceux de l'opposition voulant participer à ces présidentielles, il n'y a pas eu, les conditions n'étaient pas réunies pour que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, vous savez mieux que moi, l'opinion publique sait ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, tout ça relève du passé. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de redonner espoir à notre peuple, à nos militants. De leur montrer que, en politique, même si on perd un combat, la bataille n'est pas perdue. Il faut resserrer les rangs, regarder l'avenir et savoir comment rebondir. Et c'est justement ce à quoi le MPL s'attelle en ce moment. Et d'ici le 19, précisément, nous irons en conseil national. Le 2 juin. Le 19 juin, le parti sera en conseil national. Nous allons redéfinir les orientations et nous préparer pour les prochaines échéances. Et en l'occurrence, 2023, les législatives de 2023, qui relativement sont loin, mais très proches. On retient la date du 19 juin. 19 juin. Ça va se passer où? Ce sera à Cotonou, probablement. Probablement. Oui. Vous travaillez sur le terrain pour avoir la grande adhésion. Absolument. Parce que le MPL a été légèrement secoué par certaines chrétiennes, des gens qui, au départ, parlaient au nom du parti, se sont retrouvés dans un autre schéma et on se disait, ce jeune parti est parti pour mourir. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est des problèmes inhérents à la vie des formations politiques, surtout à la veille de grandes échéances comme celle des présidentielles. Vous savez, le MPL est né dans l'opposition, dans un contexte d'opposition, et une jeune formation née dans l'opposition, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, vous savez les difficultés que cela appelle. Alors, à un moment donné, il y a une partie de nos militants qui ont pensé autrement, ont réfléchi autrement, n'étaient pas d'accord avec les lignes directrices du parti. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est retrouvé
sans parrainage, dans l'impossibilité de participer aux échéances pour provoquer l'alternance que nous prônions, certains ont voulu dévier des lignes du parti. Or, on ne pouvait pas, il ne nous avait pas été possible en ce moment, sans aller à un congrès pour revoir les choses, il n'était pas possible de dévier des lignes, du tracé à la fondation du parti à Savert en 2019. Alors du coup, certains qui n'étaient pas d'accord ont dû prendre leur chemin ou aller rejoindre des camps adverses. C'est ce qui s'est passé. Mais pour nous, c'est des épiphénomènes que nous avons suggérés. Il y a certains qui ont eu le temps de constater que c'était pas la bonne voie et sont revenus à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, la paix règne au sein du parti. Tout va pour le mieux. Nous étions dans un mini-tournée il y a quelques jours dans la partie septentrionale du pays. Et je peux vous avouer que le parti se porte très bien. Ses militants sont plus déterminés que par le passé pour enraciner les bases du parti dans toutes les régions du pays. Bon, pour la présidentielle passée, on a suivi un certain nombre de comportements d'acteurs politiques dits de l'opposition, soit à l'interne, soit à l'externe, lancer des appels à mobilisation, ce qui nous a conduit à des casses. Quelle est la position du MPL? Est-ce que vous condamnez ces appels ou quelle est votre position? Oui, merci de revenir sur cette question qui me permettra de repréciser la position qui a été la nôtre en ces moments-là, qui a été que pour nous, le combat politique ne passe pas du tout par la violence. On n'en a pas besoin, surtout lorsque les rapports de force ne sont pas en votre faveur. Et nous, c'est ce que nous avons prôné depuis le début, parce que dans un premier temps, en 2019, qu'ils vous souviennent, autour des législatives 2019, il y a eu des incompréhensions qui ont amené à des violences, notamment les 1er et 2 mai. Le MPL et ses responsables étaient à l'avant-garde, pour ne pas dire les précurseurs de ces violences. Nous avons tiré les leçons. Nous avons reculé, et c'est après ça que nous avons fondé le parti. Nos aînés n'étaient pas d'accord avec nous, ça a été principalement la pomme de discorde. Lorsque nous avons évalué nos forces, on savait qu'on ne pouvait plus prospérer sur le chemin de la violence en obtenant quelque chose de ce régime. Nous avions dit, allons sur leur propre terrain et combattre. Si ce n'est pas la ruse, nous allons essayer et avancer. Et donc, lorsque en 2021, à l'orée des présidentielles, l'opposition s'est retrouvée dans l'incapacité de mobiliser les parrainages requis pour participer aux échéances, certains ont pensé qu'il fallait encore aller à la violence. Le MPL n'était pas du tout d'accord sur cette ligne. Et mieux, nous nous sommes déplacés presque sur toute l'étendue du territoire pour dire à nos militants que ce chemin ne pourra pas prospérer. Nous n'adhérons pas du tout à la violence pour régler cette question-là. Quand on regarde même dans la sous-région, même dans le monde, quels sont les pays où, par la violence, on a pu régler les problèmes politiques? Quand on fait le point, c'est contre-productif. C'était hasardeux, périlleux, et à la limite, frise un peu même de l'inconscience, que les responsables d'une jeune formation politique comme la nôtre envoient les militants à l'abattoir pour espérer obtenir un gain politique en appelant à la violence. Nous ne sommes pas du tout de cet avis, et nos aînés qui n'étaient pas d'accord avec nous aujourd'hui, bon, où en sommes-nous? Je crois que chacun a tiré les leçons des choix opérés. On ne peut pas, en face, lorsque les rapports de force ne sont pas en votre faveur, appeler, engager les voies de la violence, surtout avec le peuple que nous avons. Nous n'étions pas de cet avis et nous n'avons pas du tout participé à cela. Je peux revenir en arrière. Lorsque, à l'orée de la présidentielle, à quelques semaines encore, dans les préparatifs, nous sommes rendus compte qu'il serait difficile au MPL seul d'affronter la situation. Nous sommes rapprochés de nos collègues. Nous avons écrit à toutes les autres formations politiques qui se réclamaient de l'opposition. Même
les candidats dits de l'opposition qui avaient pu obtenir le parrainage. Je veux parler des duos Kowe Agossa et Humpe et Djemba. Bon, Humpe et Djemba, eux, ils n'ont pas voulu qu'on se rencontre. On a vu Kowe Agossa, nous avons rencontré le Front pour la restauration de la démocratie et notre position était claire à nous. Nous sommes relativement les plus jeunes. Nous avons poussé le combat au plus haut niveau. Nous nous retrouvons à la veille, aux veilles des élections, nous n'avons pas pu boucler les parrainages. Nous ne voulons pas engager une action solitaire. Nous restons disponibles et solidaires de tout ce que l'ensemble de la classe politique de l'opposition aura décidé. Décider d'une stratégie, informez-nous et nous adhérons, nous participerons activement à cette stratégie, tant est que il ne s'agit pas d'envoyer nos pauvres militants sur les chemins de la violence. Mais force a été de constater que, bon, rien n'a été fait. Nous avons attendu en vain qu'on s'entende sur la stratégie à aborder. Nous, en amont, ce que nous prenions et ce que nous avions fait, d'ailleurs, et lorsque nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État au lendemain des communales, c'est de demander qu'on discute, que le chef de l'État, qu'on s'asseye avec la classe politique, surtout de l'opposition en l'occurrence, pour qu'on trouve les voies et moyens de faire participer l'opposition en dépit de cette disposition du parrainage qui était déjà prise. Mais hélas, en ce moment, nos collègues de l'opposition n'étaient pas d'accord. Ils étaient disponibles pour qu'on force le chef de l'État à s'asseoir, à nous écouter et qu'on trouve un moyen soit par une loi dérogatoire comme ils savent le faire ou toute autre méthode pour faire participer quand même tout le monde, en l'occurrence ceux qui se réclamaient d'une opposition radicale. Mais hélas, nous n'avons pas été suivis et voilà la suite. Ce que nous savons, et ça a été réclamé pendant longtemps, hein, depuis 90, on a voulu avoir une opposition bien constituée. Aujourd'hui, on peut dire que c'est chose faite parce que le chef de file de l'opposition, on le connaît, Paul Rompé. Vous dites que vous êtes de l'opposition. Quels sont vos rapports? Sur cette question, permettez-moi d'aller sans détour. À vaincre sans péril, dit-on, en triomphe sans gloire. Je ne suis pas sûr que M. Paul Rompé soit fier d'aborder ce titre de chef de file de l'opposition. Parce qu'en réalité, c'est quoi? On s'est retrouvé dans une situation où l'opposition, je ne dirais pas la vraie opposition ou je ne sais pas comme certains le scandent, mais l'opposition n'a pas pu participer aux échéances pour qu'on puisse évaluer les différentes forces en présence et se retrouver effectivement à choisir le plus fort. Parce que la charte des partis politiques, la loi disposait que le chef de file de l'opposition sera choisi par le président de la République dans le parti ayant obtenu le nombre d'élus le plus élevé, c'est-à-dire que ce soit les maires et députés confondus, le parti qui a le plus d'élus, c'est lui qui donne le chef de file de l'opposition. Mais il s'est trouvé que depuis que cette loi a été prise, nous n'avons pas pu participer au communal, nous n'avons pas pu participer et par la suite à la présidentielle aussi. Du coup, c'est les FCBE de Humpe qui ont pu obtenir une portion congrue de 6 mairies difficilement assez communales, aux dernières communales, qui se retrouvent seuls à se réclamer de l'opposition. C'est pour ça qu'il aborde Moi, je pense que nous devons, sans émotion et avec la tête froide, je veux parler surtout de l'opposition, de la classe politique de l'opposition, prendre nos responsabilités. Qui sont lesquelles? Nous organiser sans les maux qui nous minent, qui nous ont ruinés, c'est-à-dire je veux dire, où chacun tire le drap de son côté, l'ambition, la cacophonie des ambitions, mettre tout ça de côté, nous préparer pour que réellement on puisse aller à la compétition aux prochaines échéances, pour qu'on puisse corriger ces choses qui, du reste, n'honorent pas le pays de façon générale. Je ne pense pas que M. Rompé soit fier de se faire appeler chef de file de l'opposition en ce moment. Je ne crois pas. Mais juridiquement, c'est lui.
c'est vrai. Et nous, au Mouvement populaire de libération, nous avons choisi l'option de respecter les tests de la République jusqu'à ce qu'on ait la possibilité d'influencer, de les modifier. Donc actuellement, au niveau du MPL, vous avez le regard tourné sur la date du 19 juin. C'est ça qui est important pour moi. Et vous prévoyez donc participer aux élections législatives de 2023. C'est ça le programme. Le MPL a-t-il les moyens de sa politique? Parce qu'on sait que, qu'on le veuille ou pas, chez nous, ça laisse un peu plus de moyens. Le moyen, je veux vous voir plus précis. J'imagine que vous voulez parler de moyens financiers. En réalité, ce qui constitue la première denrée sur le plan politique en ce moment, c'est plutôt les hommes. C'est comment réussir à faire adhérer votre vision par le plus grand nombre. C'est ça qui est important. En ce qui concerne les moyens suivent aisément lorsque votre vision est partagée par le plus de personnes. Ce que nous avons été présents, nous avons été prêts à participer, nous avons été au communal, nous avons prévenu la caution. Nous n'avons pas un problème de moyens tel qu'on peut le présumer. Nous avons je peux vous réaffirmer que nous sommes en mesure de faire face aux difficultés, à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce chemin. Et je voudrais profiter pour rassurer nos militants et le peuple béninois de façon générale que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de redéfinir les objectifs, de savoir que si nous avons perdu les combats, les derniers combats, en l'occurrence communal, présidentiel, que nous n'avons pas tout perdu encore, qu'il faut qu'on se rasseye, qu'on se calme pour regarder la suite avec beaucoup de froideur, beaucoup de sérénité. C'est ça qui peut nous ramener le pays sur les rails de la démocratie, des libertés que nous défendons. C'est ça qui peut nous amener à régler les problèmes de façon pacifique, sans violence. Récemment, on a vu le chef d'État qui a prêté serment, on a suivi son discours programme. Est-ce que vous, au niveau, c'est vrai que si vous êtes de l'opposition, donc vous avez un regard plus critique que les gens de la mouvance, c'est normal. Est-ce que ça vous donne espoir pour que le Bénin rayonne les 5 prochaines années? Nous, au Mouvement populaire de libération, nous le disons souvent, nous n'avons pas outre mesure de crédit à accorder à ce qui se dit ou ce qui se fait. Le chef de l'État, élu ou mal élu, il a déjà prêté serment, il a un mandat, il a son programme qu'il déroule. Nous n'avons pas été d'accord avec lui depuis le début. Nous continuons de ne pas être d'accord. Et, si vous voulez, je peux ramener les problèmes fondamentaux qui nous divisent, c'est quoi? C'est les problèmes de la jeunesse. À part les problèmes de la démocratie, que je suis convaincu que lui-même sait que il a des choses à se reprocher sur ces aspects-là. À part ça, les problèmes de la jeunesse, comme je le disais tantôt, de l'emploi des jeunes, la précarité, la morosité économique, l'ambiance de façon générale, c'est ces choses qui nous divisent fondamentalement et qui font que nous pensons que, quels que soient les efforts du président Talon en ce moment, il lui sera difficile de ramener la paix. De réunir tous les fils du pays, de les mettre ensemble, il lui sera difficile. Donc nous observons, nous n'accordons pas outre crédit à ce qui a été dit, mais nous observons et nous comptons désormais d'ailleurs regarder de plus près ce qui se fait et apporter nos critiques au fur et à mesure par rapport à ce qui se déroule, ce qui va se dérouler. Les remaniements ministériels, on a vu qu'à 90%, les ministres ont été reconduits. Est-ce que ça veut dire que le chef d'État n'a pas trouvé d'autres personnes pour le job ou bien c'est le prix de la confiance? Il reviendra certainement au chef de l'État de venir nous expliquer pourquoi il a choisi cette option. Et d'ailleurs, il a essayé déjà dès le premier jour de commencer par nous expliquer certaines choses. Moi, je pense que comme il est de son pouvoir discrétionnaire de changer, de former comme il veut, mais toujours est-il que c'est un peu inédit
qu'après une élection présidentielle, bon, qu'on a constaté que l'équipe n'a pas été pratiquement modifiée, c'est la même équipe, mais c'est de ses prérogatives et de son pouvoir. C'est lui qui détermine comment cela doit se passer en son sein. Nous, on observe simplement. Vous êtes de l'opposition, dites-nous, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais qu'est-ce qu'il fait de bien, finalement? Il y a à cette question, nous sommes souvent honnêtes. Sans doute que tout n'est pas noir, mais malheureusement, nous ne sommes pas... Il y a des gens de son côté qui sont payés pour bien vendre ce qu'ils font bien. Donc nous ne voyons pas cela. Nous regardons plutôt ce qui ne va pas. Donc c'est comme ça, c'est une option. C'est une option, voilà. Et je ne dirais pas une option, mais c'est ce qui devrait être. Nous, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Donc parfois, au nom de l'honnêteté intellectuelle, on veut dire par exemple que, vous savez, lorsque vous faites le tour de la ville, par exemple, vous avez dit que vous êtes entouré de septentrions, on reconnaissez par exemple que en matière de infrastructure routière, quelque chose a bougé. On peut être de l'opposition et le reconnaître. Oui, c'est vrai que... Pourquoi vous ne voulez pas du tout reconnaître ce qui est fait et l'avouer? Non, cher ami, ce n'est pas que nous ne le reconnaissons pas. Nous disons que il y a déjà dans son équipe des gens bien payés pour le faire. Bon, mais si vous avez souligné un aspect au niveau des infrastructures, c'est vrai qu'il y a eu de belles réalisations, on peut le dire. Mais souvent, quand on est de l'opposition, on a du mal à reconnaître, même si on constate que c'est... Le problème, c'est ce qui nous sommes plutôt il nous est demandé de dire ce qui ne va pas. Et ça aussi, c'est en démocratie, les principes voilà, de la démocratie, et ça aide le pouvoir à mieux faire. Ça l'aide à mieux faire. Et aujourd'hui, bon, des efforts ont été faits au niveau des infrastructures, avouons-le, et nous souhaitons qu'il en fasse davantage, parce que le bien-être collectif passe par là. On a besoin d'avoir de bonnes routes pour moins souffrir. Et nous étions dans une mini-tournée il y a quelques jours, et dans certaines localités, ils ont été difficiles d'accès. Donc, il faut que les efforts se poursuivent. C'est vrai, c'est bien. Mais, la question fondamentale des libertés publiques, de l'image de la démocratie, la perception que les gens ont de nous, à l'extérieur, nous est aussi tout aussi chère. Et on souhaite vivement que cette équipe, que le président Talon, avec son équipe, puisse vraiment pencher de ce côté les années à venir pour que notre pays cesse désormais d'être la risée dans le Conseil des Nations, que le pays qui était perçu comme le laboratoire de la démocratie, etc., redore son blason, que les libertés individuelles et collectives soient désormais sauvegardées, et surtout que les filles du pays puissent se retrouver et faire la paix en leur sein, en eux-mêmes, que la classe politique tout entière qu'on puisse revivre l'ambiance d'antan autour des élections. Tout le monde puisse participer. C'est ça qui nous est fondamental aujourd'hui et que nous tenons à continuer à défendre. Oui, on va tendre vers la fin de cet entretien. On va revenir un peu sur le 19 juin. Qui peut participer au conseil? Quelles sont les conditions? Oui, il y aura les militants, exclusivement les militants du parti qui sont appelés à ce conseil. Il y aura des délégués des sessions et comme on appelle au niveau des communes, des 77 communes qui seront désignées, qui seront mandatées pour participer à ce conseil-là, où un bilan de nos activités sera présenté et également redéfinir, je disais tantôt, les bases pour les échéances à venir. Il sera question aussi de revoir certaines dispositions dans le fonctionnement du parti, et nous comptons redynamiser les structures et redonner une nouvelle image au parti, pas ceux qu'on a perçus comme
des va-t-en-guerre, des gens qui sont agressifs et nous allons nous comptons reposer les bases pour pouvoir changer cette image. Donc il n'y aura plus d'appel du MPL. Parce qu'on connaît des appels de Niki, on connaît voilà, nous comptons effacer un peu dans le souvenir du peuple ces parties où on voit le MPL que dans les violences. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas uniquement pour la violence. Nous voulons construire dans la paix, nous voulons rester dans la modernité des formations politiques dans le monde moderne, à l'image, à l'instar d'autres pays que nous connaissons bien. Nous voulons faire le combat politique suivant de façon réglementaire dans la démocratie. Nous demandons simplement au gouvernement de laisser le jeu démocratique se jouer pour qu'on puisse tous participer, c'est tout. Non. Merci, monsieur Espérance TV, c'est ça? Oui, voilà. Vous êtes secrétaire général et porte-parole du MPL. Le rendez-vous, c'est censé être le 19 juin. C'est le 19 juin à Cotonou. Voilà. Merci d'être passé dans nos studios. Tony Aubin, vous avez l'antenne pour la suite de l'émission. Merci à vous, Donatien, monsieur Tebe Expérience. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Merci beaucoup.